Message post-production avant le début de la vidéo. J'ai préféré faire cette vidéo en 4 parties par commodité. Voici la 3e. Bonne écoute. 3e sous-partie. Explorer les connaissances de l'homme. L'homme veut penser les limites de sa connaissance et de ce qu'il peut connaître. Il y a beaucoup d'inventions et beaucoup d'échanges. Cela caractérise l'idée de progrès. C'est lié à la fois aux sciences et à l'histoire. L'histoire est permise par les inventions culturelles comme les récits, les représentations, les ouvrages imprimés et les moyens de communication. Il y a un enjeu spirituel d'appropriation de ce qu'est l'humanité. Cournot, mathématicien, théoricien de l'économie et philosophe français né en 1801 et mort en 1877, a pensé ces thèmes dans Considérations sur la marche des idées et des événements dans les temps modernes. Je vous lis un extrait. Aucune idée, parmi celles qui se réfèrent à l'ordre des faits naturels, ne tient de plus près à la famille des idées religieuses que l'idée de progrès, et n'est plus propre à devenir le principe d'une sorte de foi religieuse pour ceux qui n'en ont plus d'autres. L'idée du progrès indéfini, c'est l'idée d'une perfection suprême, d'une loi qui domine toutes les lois particulières, d'un but éminent auquel tous les êtres doivent concourir dans leur existence passagère. C'est donc au fond l'idée du divin. Et il ne faut point en être surpris si, chaque fois qu'elle est spécieusement invoquée en faveur d'une cause, les esprits les plus élevés, les âmes les plus généreuses se sentent entraînées de ce côté. Il ne faut pas non plus s'étonner que le fanatisme y trouve un aliment, et que la maxime qui tend à corrompre toutes les religions, celle que l'excellence de la fin justifie les moyens, corrompt aussi la religion du progrès. L'auteur compare l'idée de progrès à une idée religieuse, c'est-à-dire qu'il y a bien eu un changement de la philosophie des hommes dans leur rapport aux sciences, aux connaissances et à l'histoire. Le progrès serait devenu un objet de foi pour ceux qui ne poursuivent pas les croyances religieuses. Il y a l'idée que les religions sont méfiantes envers le progrès. Il y a une perte de spiritualité avec ce progrès. Il y a une perte de croyance au finalisme et au créationnisme. Si Cournot opère une comparaison, c'est qu'il y a des points communs entre le progrès et la croyance religieuse. L'un d'eux est l'idée de perfection. Il y aurait un progrès soumis à une loi suprême, une loi qui domine les autres lois naturelles pour effectuer la marche des choses dans un dessein qui permet le fonctionnement d'un système composé de choses limitées. Il y a aussi l'idée que le progrès corrige les imperfections du monde et des hommes. Cournot dénonce aussi les fanatiques du progrès, qui le voient comme une fin à atteindre par tous les moyens. C'est à de telles fins que sont soumis les hommes qui veulent un état des lieux de leur connaissance et des domaines dans lesquels ils peuvent agir. Ce sont des domaines où l'homme se projette. Il va imaginer, donc se représenter, le monde en fonction de ses connaissances et de ses ambitions. Les représentations du monde dépendent des pensées et volontés humaines. Il y a une réflexion à mener sur ces éléments qui font fonctionner l'idéal des hommes qui tentent de le réaliser. Il y a une multitude d'arts et une diversification des formes. L'imprimerie a permis d'inscrire et diffuser la pensée des hommes. Il y a diverses religions, réflexions et une tension avec le naturalisme. Il y a de plus en plus de naturalistes et de biologistes qui vont décrire de plus en plus précisément les animaux, les plantes. Tout élément naturel va être inspecté. Il va y avoir également des différences entre les arts visuels, les arts naturels et les arts écrits, qui vont être plutôt symboliques. Il va y avoir la prose avec Rabelais, la poésie avec Ronsard, le genre de la nouvelle introduit en France grâce à la prospérité de l'écrivain italien Giovanni Boccaccio, né en 1313 et mort en 1375. Il y a également le genre de la fable avec des analogies imagées, le fantastique, etc. Quant aux sciences, elles sont de plus en plus exhaustives. L'homme veut faire des inventaires de tout ce qu'il connaît. Ce fut l'une des ambitions de Diderot et d'Alembert avec le projet de l'encyclopédie. Diderot est un écrivain et philosophe né en 1713 et mort en 1784. Jean-Rond d'Alembert était un mathématicien et physicien français né en 1717 et mort en 1783. Je vous présente le discours préliminaire de l'encyclopédie. L'encyclopédie que nous présentons au public est, comme son titre l'annonce, l'ouvrage d'une société de gens de lettres. Nous croirions pouvoir assurer, si nous n'étions pas du nombre, qu'ils sont tous avantageusement connus ou dignes de l'être. Mais sans vouloir prévenir un jugement qu'il n'appartient qu'aux savants de porter, il est au moins de notre devoir d'écarter avant toute chose l'objection la plus capable de nuire au succès d'une si grande entreprise. Nous déclarons donc que nous n'avons point eu la témérité de nous charger seuls d'un poids si supérieur à nos forces, et que notre fonction d'éditeur consiste principalement à mettre en ordre des matériaux dont la partie la plus considérable nous a été entièrement fournie. Nous avions fait expressément la même déclaration dans le corps du prospectus, mais elle aurait peut-être dû se trouver à la tête. Par cette précaution, nous eussions apparemment répondu d'avance à une foule de gens du monde,
et même à quelques gens de lettres, qui nous ont demandé comment 2 personnes pouvaient traiter de toutes les sciences et de tous les arts, et qui néanmoins avaient jeté sans doute les yeux sur le prospectus, puisqu'ils ont bien voulu l'honorer de leurs éloges. Ainsi, le seul moyen d'empêcher sans retour leur objection de reparaître, c'est d'employer, comme nous faisons ici, les premières lignes de notre ouvrage à la détruire. Ce début est donc uniquement destiné à ceux de nos lecteurs qui ne jugeront pas à propos d'aller plus loin. Nous devons aux autres un détail beaucoup plus étendu sur l'exécution de l'encyclopédie. Ils le trouveront dans la suite de ce discours, avec les noms de chacun de nos collègues. Mais ce détail si important par sa nature et par sa matière demande à être précédé de quelques réflexions philosophiques. L'ouvrage dont nous donnons aujourd'hui le premier volume a 2 objets. Comme encyclopédie, il doit exposer autant qu'il est possible l'ordre et l'enchaînement des connaissances humaines. Comme dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, il doit contenir sur chaque science et sur chaque art, soit libéral, soit mécanique, les principes généraux qui en sont la base et les détails les plus essentiels, qui en font le corps et la substance. Ces 2 points de vue, d'encyclopédie et de dictionnaire raisonné, formeront donc le plan et la division de notre discours préliminaire. Nous allons les envisager, les suivre l'un après l'autre, et rendre compte des moyens par lesquels on a tâché de satisfaire à ce double objet. L'encyclopédie est donc un ensemble de connaissances ou de sciences permettant l'éducation. Aujourd'hui, une encyclopédie fait référence à un ouvrage qui ferait le tour de toutes nos connaissances. D'Alembert présente son travail comme le fruit collectif de gens de lettres, c'est-à-dire des intellectuels et des scientifiques. L'objectif est clairement énoncé et est fidèle au sens du terme encyclopédie. Diderot a mis au point un système figuré des connaissances humaines. Je vous mets un lien en description de la vidéo. Il y a la volonté de dépeindre tout ce qu'a pu assimiler l'homme, comme les naturalistes l'ont fait avec la nature et les animaux. Le monde de l'homme s'est élargi. Il a fallu intégrer de plus en plus d'éléments dans l'humanité. Cela donne lieu à une remise en question de l'éthique des hommes et des femmes. Lorsqu'il s'agit des hommes, il y a comme une évidence d'intégrer les autres individus à son système et des considérations éthiques et morales. Qu'en est-il de la relation entre l'homme et l'animal ? 3e partie. La spécificité de l'homme. Les principaux arguments de l'homme pour se distinguer des animaux sont culturels et politiques. Les animaux n'usent pas autant d'artifices que les hommes. Les animaux ne s'organisent pas en société au sens où on l'entend. L'homme est animalisé quand il ne s'intègre pas à des éléments culturels et à la société. Nous retrouvons le cliché du marginal ou de l'ermite. Nous en arriverions à penser que l'animal n'a pas de spiritualité ou de religion. L'animal n'a pas d'âme et est un organisme soumis à la nécessité. L'animal n'aurait pas de volonté libre, seulement des besoins avec des rôles déterminés par la nature. Il n'y aurait pas de liberté non plus. L'animal sera comparé à une machine. Première sous-partie, l'homme et l'animal-machine. La relation entre l'homme et l'animal est révélateur de la place des hommes dans le monde. Pensez la relation entre les hommes et les animaux et l'idée qu'il y aurait une possible frontière entre l'homme et l'animal. Cela était admis dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Mais à partir du XVe siècle, cette conception se fragilise. La biologie montre que l'homme est un animal. Et il n'y a plus qu'une distinction spirituelle et un rapport à une communauté construite. Des éléments qui montrent une liberté et une volonté que n'auraient pas les animaux. Descartes, philosophe français né en 1596, mort en 1650, défendra cette position de l'animal comme une machine déterminée. Ce sont des corps qui n'agissent que selon leurs besoins et leur utilité. L'homme ne serait pas que ça. On peut se référer à la lettre au marquis de Newcastle du 23 novembre 1646. Je vous en lis un extrait. Enfin, il n'y a aucune de nos actions extérieures qui puisse assurer ceux qui les examinent que notre corps n'est pas seulement une machine qui se remue de soi-même, mais qu'il y a aussi en lui une âme qui a des pensées. Excepté les paroles ou autres signes faits à propos de ce qui se présente, sans se rapporter à aucune passion. Je dis les paroles ou autres signes parce que les muets se servent de signes en même façon que nous de la voix, et que ces signes soient à propos pour exclure le parler des perroquets sans exclure celui des fous, qui ne laissent pas d'être à propos des sujets qui se présentent, bien qu'ils ne suivent pas la raison. Et j'ajoute que ces paroles ou signes ne se doivent rapporter à aucune passion, pour exclure non seulement les cris de joie ou de tristesse, et semblables, mais aussi tout ce qui peut être enseigné par artifice aux animaux. Car si on apprend à une pie à dire bonjour à sa maîtresse lorsqu'elle la voit arriver, ce ne peut être qu'en faisant que la prolation de cette parole devienne le mouvement de quelqu'une de ses passions.
À savoir, ce sera un mouvement de l'espérance qu'elle a de manger, si l'on a toujours accoutumé de lui donner quelques friandises, lorsqu'elle l'a dit. Et ainsi, toutes les choses qu'on fait faire aux chiens, aux chevaux et aux singes ne sont que des mouvements de leur crainte, de leur espérance ou de leur joie, en sorte qu'ils les peuvent faire sans penser. Or, il est, ce me semble, fort remarquable que la parole étant ainsi définie ne convient qu'à l'homme seul. Car bien que Montaigne et Charron aient dit qu'il y a plus de différence d'homme à homme que d'homme à bête, il ne s'est toutefois jamais trouvé aucune bête si parfaite qu'elle ait usé de quelques signes pour faire entendre à d'autres animaux quelque chose qui n'eût point de rapport à ses passions. Et il n'y a point d'homme si imparfait qu'il n'en use. En sorte que ceux qui sont sourds et muets inventent des signes particuliers par lesquels ils expriment leurs pensées. Ce qui me semble un très fort argument pour prouver que ce qui fait que les bêtes ne parlent point comme nous est qu'elles n'ont pas de pensée, et non point les organes qui leur manquent. Et on ne peut pas dire qu'elles parlent entre elles, mais que nous ne les entendons pas, car comme les chiens et quelques autres animaux nous expriment leur passion, ils nous exprimeraient aussi bien leurs pensées s'ils en avaient. Toutes nos actions montreraient que nous avons des passions, et les animaux aussi. La passion, c'est pâtir ou subir. Il s'agit de comprendre tout ce qui n'est pas issu d'un processus raisonnable, comme la faim, être content, etc. L'homme a un corps qui n'est pas une machine et qui peut fonctionner en lien avec des pensées qui peuvent être exprimées par la parole et les signes. Le problème pris en exemple par l'auteur est celui du perroquet, ou de l'api. Le perroquet parle, mais pour autant, ce n'est pas de la pensée. Même si le perroquet semble dire des choses, cela ne reflète pas une âme que même un humain déraisonné possède. Le fou est simplement celui qui est hors de sens. Ce que dit le perroquet ne se rapporte pas à une pensée, mais à des réflexes. Si on apprend quelque chose à un animal, il s'exécute pour répondre à ses besoins, comme l'espérance de manger dans l'exemple de l'api. Cela rappelle l'expérience de Pavlov. Je vous mets un lien en description. Les animaux ont des passions que l'on peut comprendre. Donc s'ils avaient des pensées, ils s'arrangeraient pour nous les partager. Merci pour votre écoute et à bientôt.